Comment devenir design lead? C'est l'une des nombreuses questions que j'ai posées à Gianni. Depuis plusieurs années, il est lead designer dans des grandes entreprises françaises et internationales. Il intervient aussi dans plusieurs écoles. En l'écoutant, tu comprendras comment il a à cœur de partager le design et de transmettre sa bienveillance à ses équipes. Dans cet épisode, il revient sur son parcours, pourquoi il voulait devenir lead d'une équipe design. Il explique en détail son rôle qu'il a aujourd'hui. Il nous donne quelques exemples très croustillants et il te dit pourquoi son rôle est important dans une team design. Et avec toi, il partage aussi ses victoires et ses erreurs. Et à la fin de l'épisode, il répond à la question « Comment devenir design lead ?» Alors, écoute bien l'épisode jusqu'au bout. Voilà, installe-toi bien pour écouter cet épisode très inspirant. Savoir, c'est bien. Tout savoir, c'est mieux. Avec Design Plus, je te propose de rencontrer ensemble les designers français qui vont te permettre de développer tes connaissances et d'apprendre. Bonne écoute! Salut Gianni, comment vas-tu? Très bien, merci à toi Laurent. Très content d'être là en tout cas. Je te remercie, moi aussi, oui, ça va. Je suis content aussi de partager, de t'interviewer aujourd'hui. Je pense qu'on va avoir un sujet vraiment très intéressant. Est-ce que d'abord tu peux te présenter auprès de nos auditrices et auditeurs, s'il te plaît? Oui, avec plaisir. Donc Gianni Polito, ça fait plus d'une dizaine d'années maintenant que je suis dans le milieu du design. Je suis responsable d'un studio de créa sur IBM Lille et je suis aussi en lead design chez mon client, donc Crédit Agricole Banque d'Investissement, où là j'encadre aussi 5 designers, 3 développeurs. Depuis maintenant une dizaine d'années, je donne aussi cours dans une école de la région lilloise, justement en UX design, et j'ai passé un certain temps en tant que bénévole à Flupa. D'accord, super. Donc aujourd'hui, le sujet, c'est comment devenir design lead ou designer lead. Et est-ce que tu pourrais me dire de quoi en fait on va parler dans l'épisode et pourquoi tu voulais aborder ce sujet, s'il te plaît? Oui, je pense que c'est un sujet important. C'est un rôle qui est pas forcément nouveau, mais en tout cas qui a bien évolué ces dernières années. Moi, j'ai pas mal de designers dans mes équipes qui se posent un peu la question de comment on devient lead. C'est un peu quelque chose qui est intéressant pour au niveau carrière. Moi, aujourd'hui, ce que je voulais faire, c'était parler justement du rôle de design lead, essayer d'éclaircir un petit peu ce rôle qui peut paraître mystique. On se demande si c'est un rôle de management, on se demande si on fait toujours du Figma. Je voulais aussi expliquer un petit peu ce qu'on fait au quotidien en tant que lead design, comment on le devient, c'est quoi un petit peu les étapes, les formations possibles, les compétences aussi qui sont clés. Absolument. Et je voulais aussi raconter quelques erreurs que j'ai pu faire aussi dans ce rôle. D'accord, très bien. Alors, pour commencer, pour débuter, j'aimerais un peu que tu nous dises quel parcours tu as suivi pour devenir lead designer, s'il te plaît. Alors, peut-être qu'il faut préciser à nos auditeurs ou auditrices le plus juniors, en fait, lead designer, design lead, designer lead. En fait, c'est le même terme, hein, on est bien d'accord, hein. Oui, tout à fait. Hein. Je pense que les appellations et la façon dont on utilise un peu ces mots dans un sens ou dans l'autre, ça revient un petit peu à la même chose. On en reparlera après, peut-être sur le rôle de Head of UX ou Head of Design. Enfin voilà, il y a en tout cas la même notion derrière. Oui, tout à fait. Et puis et après, je pense que c'est aussi par rapport aux différentes entreprises, aux différentes tailles d'équipe, etc. Donc, mais on va en parler effectivement un peu plus tard. Donc, je te repose la question. Est-ce que tu peux nous décrire, nous donner ton parcours pour devenir lead designer, s'il te plaît? Oui, alors justement, c'est lié aussi à ce que je voulais exprimer aujourd'hui. C'est que moi, j'ai commencé en tant que designer il y a plus d'une dizaine d'années. Et j'ai été dans plusieurs organisations, plusieurs tailles d'équipe, plusieurs fonctionnements. Et parfois, ça s'est pas bien passé. C'est-à-dire que je me rappelle notamment d'une première expérience dans une boîte de jeux vidéo où j'avais un lead. C'était le type de lead un peu sévère, quoi, qui venait
une fois que tu avais fini ta création, ils venaient regarder, ils disaient ouais bon ça c'est de la merde, ça franchement faut que tu le refasses, et ils te laissaient comme ça, et tu réfléchissais sur son feedback et tu te demandais un petit peu comment tu pouvais le prendre en compte. Et c'est pas évident quand on est designer junior et qu'on a ce genre de feedback. Aujourd'hui, bon, je suis un peu plus blindé, on va dire, mais quand on est designer junior, ça peut démotiver, clairement, et ça aide pas forcément d'avoir ce genre de feedback. Quelques années après, j'ai eu un peu une expérience, mais plutôt à l'inverse, c'est-à-dire que j'étais dans un studio, et le responsable studio, lui, au contraire, était plutôt bienveillant, plutôt passif. Un peu trop bienveillant, c'est-à-dire qu'il nous laissait vraiment carte libre, mais il était passif et il prenait pas forcément de décision. Et je me rappelle notamment à un moment donné dans un projet, il fallait prendre la décision du logiciel design qu'on allait utiliser, et il a pas su prendre la décision, ce qui fait que pendant un temps, on avait des designers qui travaillaient sur Photoshop et d'autres qui travaillaient sur Sketch. Et en fait, ce manque un petit peu, cette indécision a fait que après ça nous a créé un peu de la dead design. D'accord. Donc ça, c'était un peu dommage de pas avoir pris cette décision, et il y a eu aussi pas mal d'autres événements qui ont fait que effectivement ça a été un peu un manque de leadership pour le coup. D'accord. Et il y a une troisième expérience aussi que je voulais qui m'a fait aussi arriver à ce rôle de lead design. Je suis arrivé dans une entreprise de services du numérique, donc une ESN, une grosse ESN de la région lilloise. Et c'est vrai que mon manager, donc en tout cas la personne qui gérait ma carrière, avait aucune idée du rôle de designer. Clairement, il savait que les clients en demandaient. Donc sur les avant-ventes, effectivement, il y avait des dispositifs avec des développeurs, des designers. Mais la valeur et ce qu'on faisait au quotidien, il savait pas du tout. Et c'était très très difficile quand il s'agissait du coup de faire les entretiens de fin d'année, qui te définissent un peu tes objectifs. Il y arrivait pas, il comprenait pas ce que tu faisais. Les formations aussi, il savait pas t'aiguiller. Et donc voilà, c'est un peu ces trois expériences qui ont fait que à un moment donné, je me suis dit bon, ce rôle-là, il est hyper important et j'ai envie de bien faire les choses aussi. J'ai envie de m'y intéresser pour aider à mon tour aussi d'autres designers, notamment juniors. D'accord, ok. Est-ce que tout à l'heure tu parlais effectivement du rôle de designer lead par rapport à ce que tu avais vécu dans tes premières années. Est-ce que justement tu peux nous faire un petit peu nous expliquer un peu la différence entre avant et aujourd'hui par rapport à ce rôle? Quel constat tu as fait, quelle évolution tu vois qu'il y a eu? Oui, il y a eu énormément d'évolutions. Je pense que tes autres invités en ont déjà parlé dans le podcast, mais il y a eu beaucoup d'évolutions du métier du designer depuis notamment les années 2000. C'est-à-dire qu'avant, on avait un designer qui faisait un peu de code, qui faisait du web design, donc essentiellement du web. Il faisait beaucoup de choses en même temps. Aujourd'hui, on arrive quand même à beaucoup plus de spécialisation. C'est-à-dire qu'on a des entreprises, par exemple, comme Orange, où quand ils cherchent un UX designer, ça va être quelqu'un qui va faire que de la UX, ou un UI, que de la UI. Donc vraiment, on est sur une séparation un petit peu des profils qui est de plus en plus forte. C'est aussi très rare, de plus en plus rare, en tout cas dans les grands groupes, d'avoir des designers qui sont solo. C'est-à-dire que un designer placé juste à un endroit pour un projet, un besoin spécifique, il y en a de moins en moins. En général, on va avoir tendance à faire des liens entre les projets et avoir des designers qui communiquent entre eux, ne serait-ce que pour une question de cohérence et de créer un peu une expertise design au sein des entreprises. Donc ça, on observe quand même cette maturité-là. Et puis les équipes, justement, elles grossissent. Moi, je vois effectivement j'ai vu Banque Populaire qui en un an était passé de 3 profils à 25. Chez Crédit Agricole, là où je suis actuellement, c'est un peu le cas aussi. On est passé en 2-3 ans d'un petit groupe de Gaulois à maintenant une grosse armée romaine. on est à peu près 25. Et donc, ce qui est intéressant aussi dans ces équipes design qui grossissent, c'est qu'on va avoir aussi des profils qui sont complémentaires. Donc, des gens qui vont être beaucoup plus sur la prod, le delivery, c'est-à-dire le UI, d'autres qui vont être beaucoup plus sur le branding, d'autres sur la research, d'autres sur le product. Donc, on a des compétences qui sont complémentaires, mais qu'il faut savoir un petit peu, pas manager, mais en tout cas faire ensemble que ça faire en sorte que ça fonctionne bien ensemble. Ouais, que ça matche, exactement. Et puis, j'ai remarqué aussi un truc, c'est que, je sais pas si tu as le même constat que moi, mais ces dernières années, de plus en plus d'écoles ouvrent un cursus UX design. Ça a été le cas, par exemple, pour l'Université catholique de Lille. Voire des nouvelles écoles qui changent un peu leur branding pour incorporer l'UX.
Je pense notamment à Pictura, qui est l'ancien Pôle 3D. Et puis on a aussi des écoles de formation accélérée, c'est-à-dire que maintenant on nous vend un petit peu la possibilité d'être UX designer en 6 mois, ce qui est très très court. Même plus court. En tout cas, même plus court, ouais. Même plus court des fois, ouais. Même plus court, ouais, effectivement, avec votre CPF, devenez UX designer en 2 jours, quoi. Mais en tout cas, tout ça, ça participe au fait qu'il y a de la demande, évidemment, sur le marché, mais il y a aussi plein de designers juniors qui arrivent comme ça sur le marché du travail. Et j'ai même pas parlé aussi des formations en ligne, type Coursera, type Open Classroom. Donc, et ça c'est intéressant, mais il va falloir les incorporer. Faut savoir un petit peu les accueillir dans les entreprises aussi. On peut pas laisser juste des juniors arriver sans les guider, sans les mentorer vers effectivement la suite de leur carrière. Et enfin, je dirais que le risque, si on n'arrive pas à faire ça, ça va être de dégoûter peut-être les designers juniors qui arrivent dans une entreprise et puis ils vont pas comprendre pourquoi ce qu'ils ont appris à l'école, ça s'applique pas dans l'entreprise. Ils vont pas comprendre pourquoi ils passent tant de temps à faire des maquettes et pourquoi ils peuvent pas faire d'ateliers. Enfin, il y a un risque un petit peu d'être dégoûté aussi de ce monde de l'entreprise là. Et donc, soit de devenir freelance, parce qu'on a envie de liberté, on a envie d'avoir plus de contraintes, soit tout simplement des gens qui sont tellement dégoûtés qu'ils vont vouloir changer de métier. Donc ça, c'est dommage. Mmh. Est-ce que, comment tu définirais ton rôle au sein d'une équipe design? Est-ce que tu penses que ton rôle est important? Oui, je pense que le rôle de lead designer, on en parlait justement, pour le côté un peu accompagnement des designers et complémentarité des projets, c'est super important parce que ça fonctionne pas tout seul. Enfin, ça peut bien se passer effectivement qu'avec les collègues, on s'entende bien, on arrive à faire des projets ensemble. Mais à un moment donné, il faut passer à l'étape supérieure. Moi, j'ai vu beaucoup aussi de personnes qui étaient designers avant, qui ont été catapultées lead sans avoir forcément l'expérience nécessaire, sans avoir les bonnes formations, et qui du coup faisaient pas mal d'erreurs qui étaient évitables sur les projets. Donc oui, avoir un bon lead design dans son dispositif, c'est crucial. Pour moi, c'est un rôle qui est vraiment central. À partir du moment où on commence à avoir une petite équipe, c'est-à-dire 2-3 personnes, il faut évidemment qu'il y ait quelqu'un qui prenne un peu plus, on va dire, la tête, dans le sens où ça va être le point d'entrée des demandes, ça va être quelqu'un qui va aussi prendre des décisions. Enfin voilà, pour moi, c'est effectivement hyper important. D'accord. Après, le rôle de lead, on disait tout à l'heure, lead design, design lead, il y a aussi le côté design manager qui pour moi est un petit peu différent, et je pense qu'il faut éclaircir aussi le sujet, mais design manager, là, pour moi, c'est même plus un rôle, c'est plus un poste dans l'entreprise. Design manager, il va gérer beaucoup plus l'aspect finance, la partie administrative, la partie formation, la partie congé payé limite, la partie aussi reporting auprès de son management à lui. Donc ça, c'est peut-être quelque chose qu'on peut mettre de côté pour aujourd'hui, pour se focaliser un peu plus sur le rôle de design lead. Mais voilà, parfois, effectivement, on peut avoir ces casquettes et design lead et design manager. Et en fait, la différence, c'est que le lead, il va être beaucoup plus là sur le côté opérationnel, c'est-à-dire vraiment le travail au jour le jour, prendre des décisions projet, quelle méthodologie déployer, etc. D'accord, ok. Tout à l'heure, tu me faisais une réflexion avant qu'on commence l'enregistrement. Tu me disais que tu avais beaucoup plus de réunions plutôt que la tête dans Figma. Et généralement, par exemple, ça se porte sur quel type de réunion ou d'entretien, je ne sais pas, que tu peux avoir toi aujourd'hui? Ouais. Oui, on a plus de réunions, mais moi j'aime bien me dire que les réunions que je fais, ça évite à mes designers de les avoir. Donc 1 heure que je fais, ça évite 6 heures de réunion auprès de chaque designer. En fait, les réunions qu'on va avoir aujourd'hui, ça va être plus, on va dire, pour rendre compte de l'avancement, par exemple, sur les projets, savoir comment ça évolue les designs, s'il y a des problématiques. Ça va être des réunions aussi, par exemple, on essaye d'avoir une cohérence entre des applications. Bon, ça va être le lead qui va essayer de discuter avec les product owners pour voir comment chaque product owner a implémenté les recommandations pour la cohérence globale. Tu vois, ça va être vraiment des choses qui sont très plus stratégiques et plus avec des interlocuteurs à responsabilité quand même. D'accord. Et puis après, il y a aussi les réunions que je fais avec moi, mes designers, qui sont un peu des moments de partage ou des moments one-to-one pour les aider sur les projets. D'accord, ok. Donc c'est un peu un mélange des deux. D'accord, ok. Et par exemple, toi, aujourd'hui, ça t'arrive encore tu disais en one-to-one avec tes designers, je sais pas, sur
que ça soit sur un côté technique, je sais pas, par exemple avec Figma, ou un côté plus soft skills, comportement, sociabilité, je sais pas, au sein de l'équipe, ou un problème de relationnel aussi, ça peut arriver bien sûr. Et de l'autre côté, plus avec les stakeholders, avec des stakeholders, c'est ça? Ouais, c'est ça. En fait, les designers de ton équipe, tu fais des points avec eux, mais est-ce que la question, en fait, c'est de savoir de quoi ils ont besoin de toi. Est-ce qu'ils ont besoin que tu leur enlèves un obstacle? Typiquement, bah voilà, il y a un problème sur un projet, le product owner comprend pas la méthode qu'on déploie, etc. Donc là, tu vas devoir y aller. Tu vas devoir récupérer un peu la problématique de ton designer et aller la résoudre. Parfois, il va juste vouloir te montrer un peu son avancement et en discuter et avoir du feedback de ta part. Parfois, tu vas un peu le coacher dans le sens où tu vas pas résoudre sa problématique, mais tu vas écouter ce qu'il a à dire et essayer qu'il trouve lui-même la solution. Enfin voilà, donc ça dépend vraiment de son contexte et de son besoin. D'accord, ok. Alors, une question qui peut peut-être fâcher, est-ce que un leader est un chef? Pour moi, non. Pour moi, non. Un leader, pour moi, c'est pas un chef du tout. C'est un meneur d'équipe. C'est quelqu'un qui doit... si je prends un peu la métaphore avec le football, le leader, c'est le capitaine d'équipe. C'est le joueur qui est sur le terrain, qui a un petit peu d'expérience, qui vient pas d'arriver dans l'équipe, mais qui a de l'expérience, qui va encourager, motiver son équipe pour marquer des buts, donc pour gagner le match. Mais en même temps, il va aussi savoir s'adapter à la situation. Il va essayer de comprendre quelle est la stratégie de l'entraîneur pour l'appliquer sur le terrain. Et c'est aussi le capitaine, c'est aussi la personne qu'on va venir voir, que l'arbitre va venir voir si les joueurs font trop de tacles ou se comportent pas très bien. Il est un peu responsable de ça. Et voilà. Et donc, il va communiquer beaucoup avec son coach pour appliquer effectivement les consignes. D'accord. Donc, c'est un peu ça pour moi le rôle de leader. C'est vraiment un rôle qui est de guider son équipe, qui est aussi de l'influencer dans le bon sens et de l'inspirer, c'est-à-dire de donner un peu un exemple de ce à quoi on pourrait aspirer. D'accord. Donc maintenant, on va rentrer un peu plus dans le détail de ton activité. Est-ce que tu pourrais nous dire quels sont les rôles que tu occupes aujourd'hui au sein de ton équipe, en fait, s'il te plaît? Oui, alors les actions, on va dire très concrètes du design lead, je pense que le premier axe, ça va être l'équipe. On en parlait juste avant, mais c'est les accompagner au quotidien, faire en sorte qu'ils soient motivés sur leur projet, parce que des fois, les projets, il y a des interlocuteurs qui sont pas faciles. Parfois, on fait des interfaces avec que des tableaux, donc on a besoin un petit peu de sortir la tête de l'eau et de voir un peu le pourquoi on fait tout ça. Je le disais tout à l'heure. C'est pas forcément funky, effectivement. Ouais. Non, pas tout le temps, pas tout le temps. Mais c'est ça aussi, le lead il doit pouvoir amener aussi des projets. On fait pas tout le temps des projets super sexy à haute visibilité, mais il doit pouvoir aussi amener parfois des side projects ou sortir un designer d'un projet sur lequel il s'ennuie depuis trop longtemps. Bien sûr, c'est aussi son rôle. Il y a le côté blocage, je le disais tout à l'heure. Le fait d'enlever les blocages, ça permet aussi de poser un cadre de travail qui est beaucoup plus facile pour le designer et donc où il va beaucoup plus s'amuser. Alors je dis pas enlever toute la difficulté, faut un peu de challenge aussi, mais en tout cas faire en sorte qu'il soit le plus autonome possible. D'accord. Est-ce que tu peux nous donner un exemple sur ça, sur enlever les blocages, de favoriser l'autonomie, comme tu disais? Est-ce que tu peux nous donner un exemple concret? Ça m'intéresse, s'il te plaît. Ouais, alors par exemple, quand on reçoit une avant-vente, moi ce que j'aime bien faire, c'est être là au brief de départ, essayer de comprendre ce qui est un peu demandé. Et après, je laisse le designer exprimer, on va dire, sa vision des UI ou des mock-ups par rapport à l'avant-vente. Et moi, je fais juste des points, on va dire, pour vérifier que c'est au niveau de qualité attendu, qu'il n'y ait pas de blocage. Mais moi, j'aime bien donner un peu la main, justement, au designer de tester des choses, peut-être se planter parfois.
Mais en tout cas, je suis là pour l'aider. Donc ça peut être des avant-ventes, ça peut être par exemple un nouveau projet un petit peu stratégique, intéressant qui va être. Là, je prends un exemple. On doit faire une interface qui est très cool, qui est une sorte de cockpit qui permettrait après de rediriger vers toutes les applications. Donc c'est une interface qui est très stratégique pour Crédit Agricole. L'idée, c'est que je puisse mettre un designer qui a envie d'aller là-dessus, qui a envie de s'amuser à faire un peu d'innovation. D'accord. Et comment que tu... Et pas me garder le projet pour moi. et comment que tu suscites la motivation, où tu sens qu'il y a que ce projet-là peut-être est fait peut-être plus pour ce designer-là ou celui-là parce que il va s'amuser dessus, ou je sais pas. Comment que tu le sens, ça? C'est une bonne remarque, parce que il y a encore quelques temps, moi j'avais tendance à attribuer des projets à mes designers en fonction de leur disponibilité. C'est-à-dire, dès que je voyais qu'ils seraient dispo dans un mois, tiens, il y a un projet qui tombe dans un mois, je leur donne. Ok, c'est une vision très très logique, mais on m'a un petit peu reproché parfois de donner des sujets cool aux mêmes personnes, tu vois. Donc aujourd'hui, j'essaye de changer ça. J'essaye effectivement de dire, bon, tiens, il y a un projet qui va arriver, peut-être que mon designer y est occupé, mais s'il est occupé, est-ce que je peux pas lui libérer un petit peu de temps, parce que je pense que sur le projet, il pourrait bien cartonner. Donc après, pour répondre à ta question, ça dépend de ton designer. Il y en a qui ont plus d'appétence sur les aspects design system, d'autres qui ont plus d'appétence sur les aspects atelier. Donc évidemment, il y a un petit peu des mots-clés qui font que moi, je vais percuter, je vais dire, ah tiens, là, il y a des ateliers, des tests utilisateurs peut-être, et il m'en a parlé la dernière fois, il avait envie de faire ça, et ben ça tombe bien, quoi. D'accord, ok. Et donc, tu étais en train de parler de la première option, la première action qui était à destination de l'équipe, je crois. Et je crois que tu n'avais pas fini, d'ailleurs. Oui, c'est ça. Et sur les actions de l'équipe, à part les aspects très, très projet, il y a le côté aussi où le but d'un lead, c'est de créer une communauté, c'est de créer une dynamique d'équipe. On n'est pas des designers unitairement, on est là pour faire des choses ensemble. Donc, c'est prévoir des moments un peu fun à faire ensemble. Typiquement, je sais pas, se faire une raclette en fin d'année, je sais pas. Se voir en dehors des heures de boulot, c'est super important. Alors, le but, c'est pas d'obliger les gens, mais c'est de créer en tout cas des opportunités pour se retrouver. Il y a l'aspect, et pour terminer sur l'aspect équipe, je dirais les recrutements, évidemment. Ça, c'est un rôle essentiel du lead d'équipe, savoir recruter les bonnes personnes, et former aussi l'équipe existante. C'est-à-dire que, si on constate qu'un designer a des lacunes, par exemple en anglais, essayer de trouver des pistes pour qu'il puisse résoudre ça. Voilà. Donc c'est vraiment essayer de capter un petit peu les choses à corriger, leur donner aussi les moyens de le faire. Bien sûr. Après, en termes d'action, donc ça c'était l'équipe, il y a aussi la partie très... quand on est lead, comme je disais tout à l'heure, on parle un peu à des sponsors, on parle avec des managers de programmes, des product owners. Donc il y a l'aspect très stratégie UX, méthodo. Quand on a des nouveaux projets, quelle méthode on va utiliser? Comment on pourrait faire du design sprint? Est-ce que c'est la meilleure méthode pour cette problématique-là? Et surtout, se dire, OK, le design, c'est bien d'en faire. Parfois, on a envie de tout faire. On a envie de tout faire en design thinking ou en design sprint. Mais est-ce que les interlocuteurs, est-ce que le temps me le permet? Est-ce que je vais avoir les bonnes personnes? Parfois, non. Donc, en fait, il va falloir s'adapter à ça. Et surtout, être au service des enjeux de l'entreprise. Je pense que ça, c'est hyper important. On fait pas du design juste pour s'amuser. On fait du design pour répondre à une problématique business, pour accélérer le déploiement sur le marché, pour s'assurer de minimiser les risques d'utilisabilité, etc. Donc ça, c'est hyper important. Et puis, en termes toujours de méthodo, je pense qu'il faut aussi regarder la qualité de ce qu'on livre, essayer de la mesurer en termes de feedback, mais en termes aussi d'indicateurs, pour savoir si on est sur la bonne route. Et puis l'aspect aussi maintien du design system, ça c'est hyper stratégique. D'accord. Et puis là, tu disais par exemple sur la qualité des livrables, ça veut dire que par exemple, tu t'installes des KPI pour suivre l'amélioration de la qualité des livrables, je sais pas, de ton équipe ou d'une personne ou d'une future team, ou je sais pas comment tu procèdes. Ouais, je pense que c'est un sujet important. Alors pour l'instant, mes KPI, c'est juste le pourcentage d'avancement. On a en fait
des choses qui sont prévues par trimestre et on voit si on les atteint en termes de delivery. Donc ça, c'est la mesure la plus importante pour moi en tant que lead. Mais après, il y a aussi les aspects comment on mesure l'impact de notre design. Alors moi, je suis en banque d'investissement, donc on peut pas mettre du Google Analytics dans nos solutions. Donc je suis en train de voir comment on peut essayer de mesurer ça. On a des feedbacks utilisateurs, on a des ambassadeurs qui vont tester nos applis, nous faire des retours. Donc ça, on peut mesurer. Les bugs aussi qui sont faits par le design system, ça, on peut le mesurer. Voilà, donc il y a toujours moyen en fait de mettre des indicateurs par-ci par-là pour voir si on est sur la bonne piste. D'accord. Ok, très bien. Et je crois que tu voulais nous parler d'une dernière action au niveau de l'équipe, je crois. Ouais, c'est ça. Quand on est effectivement lead design, on fait un petit peu de politique. On va devoir aller parler aux grands chefs qui comprennent pas forcément toujours le design, donc on doit rendre des comptes en fait. Donc ça, c'est quelque chose qui est hyper important, c'est de savoir tout de suite comment leur parler. On parle pas à nos sponsors, à notre management de la même façon qu'avec nos designers. Eux, ils s'en fichent un petit peu du Figma, ils s'en foutent de combien de composantes à utiliser, etc. Eux, ce qu'ils veulent savoir, effectivement, c'est est-ce que ça avance bien, quels sont les blocages, quelle est ta vision du design et qu'est-ce que tu prévois dans ta feuille de route 2024, par exemple. Donc ça, c'est important, en fait, de solliciter les sponsors, de leur rendre des comptes sur comment ça avance. Et donc, il y a vraiment une communication à faire au niveau top management, mais aussi au niveau des autres équipes. Parce qu'on n'est jamais tout seul, surtout si on est une équipe qui est transverse, comme les designers, comme le design system, c'est transverse aussi. Donc, parfois, quand tu déploies quelque chose dans le design system, il y a des risques aussi de casser des choses existantes, parce que tu les remplaces, parce que tu les améliores. Donc, il y a beaucoup de communication, on va dire, horizontale à faire aussi, quoi. D'accord. Ça, c'est hyper important. Puis, c'est le rôle aussi, comme ça, quand tu es dans un programme, de défendre le point de vue UX. C'est-à-dire que on est souvent dans des projets qui sont informatiques, faut pas se le cacher, et on est souvent dans des projets aussi où le métier, c'est-à-dire les utilisateurs métiers, ont beaucoup d'influence, de pouvoir, de décision. Donc c'est à nous quand même à un moment donné de remettre un peu l'utilisateur aussi au centre de ça, c'est-à-dire de dire ok. Bien sûr que vos contraintes d'architecture, vos bases de données, vos microservices, c'est important. Bien sûr que avoir plus de data sur les prêts qu'on est en train de faire, c'est important. Mais quelle est aussi l'ergonomie qu'on veut proposer? Quelle est l'expérience qu'on propose, quoi? C'est essayer de la remettre un petit peu à niveau des deux autres, ce qui est pas forcément évident, mais en tout cas, c'est notre rôle aussi de pousser ça. D'accord. Et est-ce que aujourd'hui c'est tes interlocuteurs, tes sponsors, tes stakeholders, ils comprennent un peu mieux ou mieux la donnée UX, l'importance de l'UX, l'importance des utilisateurs? Oui, je pense que... Alors, dans le milieu bancaire, je pense qu'on a quand même quelques années de retard, et encore plus quand on parle d'applications métiers, donc qui sont pas visibles du grand public. Mais oui, en tout cas, il y a un peu ce mot-clé qui revient souvent. Et puis, on voit aussi des belles victoires en interne qui font que, ok, le design, on peut plus l'ignorer, en fait. On sait pas forcément tous les tenants et aboutissants, mais on peut plus l'ignorer. Et je pense que c'est ça qui est intéressant aussi à mesurer, c'est combien de personnes parlent de design maintenant quand ils expliquent une fonctionnalité en démo, par exemple. Donc, c'est ça qui est intéressant. Alors maintenant, nous arrivons un peu sur la partie, on va dire, intéressante aussi, comme le reste, mais plus auto-centré sur toi, lead designer. Et la première question, c'était peut-être savoir quelles sont en fait les compétences pour devenir lead designer, s'il te plaît. Ouais, j'ai un peu demandé justement à mes contacts de m'aider sur cette question-là, parce que je savais qu'elle tomberait. Les compétences d'un lead designer, je pense que déjà il y a une compétence de est-ce que tu connais bien le métier de designer? C'est-à-dire que si tu connais pas le métier, tu peux pas encadrer des designers. Tu parleras pas le même langage, tu comprendras pas les acronymes qu'ils vont utiliser. Et même pour bien vendre un designer, faut avoir fait du design avant. C'est-à-dire qu'on peut, tout le monde sait à peu près ce que c'est un design system, mais on peut pas vendre un design system tant qu'on n'a pas bossé sur un, par exemple. Et je le disais un petit peu tout à l'heure aussi, le capitaine d'équipe,
qui va sur le terrain, c'est celui qui a été choisi aussi par son expérience. Donc, dans un premier temps, il faut de l'expérience. Il faut aussi savoir communiquer à l'oral et à l'écrit, parce que oui, on est dans beaucoup de réunions, comme je disais tout à l'heure, et on doit répondre aussi à des mails ou à des Teams, être le plus clair possible. Si on peut pas se contenter de dire je ne sais pas. Tu vois, il y a un côté très où il faut être précis. Tiens, telle fonctionnalité va être livrée le 2 avril, par exemple. Enfin, tu vois, il faut vraiment être précis aussi quand on communique. Il y a un aspect très résolution de conflits, parce qu'on gère aussi on est en interaction avec des humains, donc forcément, des fois, il y a des intérêts qui divergent, des choses où on n'est pas d'accord. Il faut savoir faire des compromis, essayer de trouver un peu et de négocier aussi pour que ça aille dans le bon sens. Donc voilà, il y a le côté très résolution de conflits. Moi, par exemple, là, j'avais un projet avec une de mes designers. Où voilà, elle avait pas le temps, elle était sur 3 projets en même temps, elle avait pas le temps de tout faire. Donc il a fallu un petit peu investiguer pourquoi, quelles sont les attentes des projets qui demandent autant de temps, et du côté du designer, qu'est-ce qui bloque, qu'est-ce qui fait que ça prend du temps, et essayer de trouver une solution, tu vois. Donc là, la solution, ça a été tout simplement de prioriser les choses, d'arbitrer aussi pour un renfort de designer. Donc voilà, il y a ce côté un peu diplomate sur le rôle de lead design. Et enfin, je dirais une des compétences qui est quand même clé, on n'en a pas encore parlé jusque maintenant, mais c'est la confiance. C'est-à-dire qu'il faut que ton équipe elle ait confiance en toi. Donc pas commencer à cacher des informations. S'il y a des choses qui vont pas bien, tu leur dis clairement, ils sauront comprendre. Et inversement, faut pas être non plus toi en manque de confiance vis-à-vis de ton équipe. Parce que moi j'ai vu souvent des leads un petit peu micromanagés, c'est-à-dire qu'ils se mettent derrière le designer, comme ça, les bras croisés, et puis ils disent « Ah ouais, t'es sûr de ta solution graphique est-ce que tu peux pas le déplacer de pixel à gauche, de pixel à droite ?» C'est pas possible. Si tu fais ça, ça veut dire que t'as un manque de confiance sur la qualité de ce qu'ils vont livrer. Donc, faut les laisser un peu respirer. Ouais, c'est clair. Ouais, exactement. Est-ce que, à ton avis, il existe des préjugés sur le rôle de lead designer, je sais pas, aussi bien du côté stakeholders ou des gens en dehors de l'équipe que venant de l'équipe? Oui, j'ai souvent eu j'ai eu plusieurs fois la remarque en fait d'un de mes designers qui me disait je suis designer confirmé. Ok, je sens que je prends de plus en plus d'expertise. J'ai envie de continuer dans mon rôle, j'ai envie d'avoir une carrière, mais j'ai pas envie d'être lead designer. Il me l'a exprimé clairement comme ça. Ouais. Et je peux tout à fait comprendre. J'ai aussi un développeur qui est très très fort dans mon équipe. Il m'a dit jamais je serai lead technique. Tu vois. Et il n'y a pas de souci en fait. Le fait de refuser un peu un rôle de lead, ça peut pas, c'est pas bloquant obligatoirement au niveau carrière. Comme je disais tout à l'heure, il y a d'autres possibilités. Il y a peut-être l'aspect expertise technique, expertise design system, l'aspect coaching peut-être qui peut être plus intéressant. Mais en tout cas, il faut pas voir le rôle de lead comme une tape obligatoire dans la carrière du designer. Il y en a qui sont pas faits pour être lead et il n'y a pas de souci avec ça. D'accord. Après, il y a aussi un peu des appréhensions, des gens qui aimeraient bien aller vers ce rôle de lead, mais qui se posent la question de la légitimité, tu vois. Ils sont en mode, moi, je suis pas très charismatique, je suis pas populaire, j'aime pas me mettre en avant. Est-ce que je vais faire un bon lead, tu vois? Parce que dans leur tête, un lead, c'est quelqu'un, tu vois, c'est un peu la statue en cuivre, tu vois, un personnage d'histoire, tu vois, un mec un peu inspirant, un peu leader, etc. Dans la réalité, j'ai envie de dire, un mec qui se met toujours en avant en réunion, qui parle tout le temps, etc. Pour moi, c'est pas un bon lead. Parce qu'en fait, en parlant tout le temps, il écrase un petit peu les autres, tu vois. Il prend toute la place dans une réunion, il laisse pas s'exprimer les autres. Donc, c'est pas un bon lead. Au contraire, je pense que on mériterait et on gagnerait à avoir des leads qui soient beaucoup plus à l'écoute des autres, qui soient beaucoup plus humbles aussi. Donc je dis pas que faut jamais aller au combat, mais faut savoir aussi parfois laisser la parole. D'accord. Et enfin, parfois on a l'impression que le lead, c'est la personne qui sait tout sur un projet. Tu sais, qui fait tout, qui sait tout, qui saura te dépanner pour le moindre problème en termes de méthodo, de projet, de Figma, de UI, etc. Alors
oui, il faut avoir de l'expérience, mais le lead, c'est pas la personne qui va porter tout à bras le corps, tu vois. C'est sur un terrain, le capitaine d'équipe, c'est pas lui qui met les buts obligatoirement, c'est lui qui fait les passes. Donc au contraire, je pense que quand t'es lead et que t'as pas la réponse, bah t'as le droit en fait, et tu demandes juste aux personnes qui sont compétentes de venir t'aider. Et c'est un peu la même chose quand on a des soucis techniques. Tu vas demander à la personne qui est la plus calée techniquement. Donc moi, je suis pas le meilleur en Figma. Hein. Quand j'ai un problème Figma, je vais voir un de mes designers qui lui est très très bon là-dedans. Quand j'ai un problème RH, je vais aller voir mes RH. Quand j'ai enfin tu vois, faut savoir aussi déléguer et appeler les bonnes personnes. D'accord. Est-ce que je sais pas, peut-être au sein de ton entreprise ou d'IBM ou de Crédit Agricole ou peut-être ailleurs dans une structure différente, est-ce que il existe, je sais pas, ou des réunions secrètes de lead designers qui parlent d'eux-mêmes, voilà, qui se disent ah tiens moi aujourd'hui j'ai fait ça, je m'en suis pas très bien sorti. Comment vous feriez vous, toi des réunions secrètes quoi? J'ai pas le droit d'en parler. Si, je pense que c'est quelque chose qui est hyper important aussi quand tu es dans une équipe on va dire d'une vingtaine de personnes. Évidemment que tu as des dispositifs qui comprennent des leads, et les leads ont besoin aussi de se parler entre eux parce que leurs problématiques, tu peux pas forcément en parler avec tes managers, tu vois. Si tu subis de la pression d'un de tes sponsors, faut pas retranscrire cette pression auprès de ton équipe. Donc, tu as besoin un petit peu d'avoir l'avis d'autres professionnels qui ont les mêmes problématiques que toi. Donc, oui, pour te répondre, effectivement, chez Crédit Agricole, ma head of UX, Olivia Duteil, a mis ça en place. Elle a mis en place des réunions de lead. Toutes les semaines, on s'échange un petit peu nos problématiques sur les projets et on se dépanne. Et oui, effectivement, ces réunions secrètes existent, mais on ne porte pas de toge. C'est pas franc-maçon, c'est... Non, ni de cagoule. Ni de cagoule. Ok, bon, c'est important de le savoir. Que vous portez pas un déguisement. J'aimerais que maintenant tu partages avec nos auditrices et nos auditeurs tes victoires et d'aujourd'hui, et puis ce qui a été aussi difficile dans le passé, s'il te plaît. Ouais, je pense que quand je me pose un petit peu la question de ce qui fonctionne bien aujourd'hui et là où ça a été bien exécuté, je dirais que le fait d'avoir deux équipes, une à Lille et une à Paris, où il y a une bonne dynamique, où les gens s'entendent bien ensemble, je pense que ça, c'est une de mes plus grosses victoires, tu vois, de créer vraiment un aspect un peu communauté. Arriver en fait à faire fonctionner ensemble des gens qui ont presque 40 ans et des designers juniors sortis d'école, c'est pas évident. Parce qu'on n'a pas les mêmes références culturelles, on n'a pas regardé les mêmes films, on n'écoute pas la même chose. Mais derrière, en fait, ce qui est intéressant, c'est le côté où chacun s'enrichit. C'est-à-dire que les designers juniors, peut-être qu'ils ont eu des cours qui sont plus récents sur les bonnes pratiques, etc. Les designers plus expérimentés, eux, ils vont avoir un peu plus de sagesse dans le métier, tu vois. Et c'est arrivé à faire fonctionner ça ensemble. Moi, je trouve que c'est une grosse victoire. Moi, il y a plusieurs fois en fait où volontairement, je regarde un peu mon équipe fonctionner ensemble, tu vois, en me mettant un peu en retrait. Et ça arrive souvent que, tiens, il y en a un qui appelle quelqu'un pour regarder son écran et t'as toute l'équipe qui vient regarder, tu vois, ils discutent, ils échangent. Et c'est ces moments-là qui sont super intéressants parce que c'est pas moi qui les organise, tu vois. C'est eux qui, spontanément, vont venir discuter d'une problématique design derrière un écran et ça s'enrichit mutuellement. Et après, ce que je considère aussi comme une victoire, c'est quand il commence à y avoir de plus en plus de demandes en design. Tu vois, parce que si tu as une équipe design et que les projets se déclinent de jour en jour, tu te dis, bon, qu'est-ce qui se passe ? Peut-être que t'es pas assez visible, peut-être que le travail que tu as fourni sur les projets précédents est pas suffisant. Enfin, tu vois, au contraire, quand tu as plein de projets qui arrivent et que tu sais pas y répondre, moi, j'appelle ça une bonne problématique parce que ça veut dire que tu as le choix aussi. Tu as le choix des projets, tu as le droit de refuser certains. Et ça veut dire aussi potentiellement que tu peux recruter, que tu peux agrandir ton équipe. Donc ça, je l'ai constaté effectivement chez Crédit Agricole là, depuis 1 an et demi.
on a de plus en plus de demandes. On est obligé parfois de mettre un designer sur 2 voire 3 projets, ce qui est pas optimal, ce qui est pas confort, mais ça nous permet de répondre à ça. Et si c'est quelque chose qui dure sur le long terme, ça veut dire qu'on a besoin d'augmenter notre dispositif. Donc ça, c'est hyper intéressant. Et ce que je remarque aussi, c'est que on demande de plus en plus, on me demande d'expliquer le design. C'est-à-dire que les nouveaux venus sur le programme, on est plus de 200, à chaque fois qu'il y a des nouveaux, ils passent par une espèce de semaine de formation, et un des modules, c'est l'UX design. D'accord. Au même titre que l'agile, au même titre que les bonnes pratiques de déploiement technique, etc. Donc c'est ça qui est intéressant aussi, c'est quand le design est intégré en apprentissage, même pour les nouveaux arrivants. D'accord. Donc ça veut dire que la direction a pris conscience que le design fait partie, c'est une partie intégrante de la société, quoi, en fait. C'est ça. C'est-à-dire que tout le monde doit au moins comprendre comment ça fonctionne. D'accord. Ok. Ça c'est vraiment top, ouais. Avant de passer aux erreurs, Gianni, j'aimerais que tu nous expliques un peu toi comment tu arrives à te découper, à te partager plus exactement entre ton équipe qui est située dans le nord, donc à Lille, et l'autre qui est située à Paris, s'il te plaît. Comment tu arrives à... Je pense qu'à un moment donné, ton équipe, l'une ou l'autre, est en autonomie ou en autonomie partielle. Comment tu arrives à faire, en fait? Ouais, tout à fait. C'est comme tu le disais, c'est du partage géographique, et c'est du partage aussi en termes de temps. Donc en termes de temps, ce qui a été, on va dire, mis en place, c'est que je suis à 80% pour mon client Crédit Agricole et à 20% pour IBM. D'accord. Ce qui veut dire qu'en gros, tous les vendredis, j'ai ma journée qui est vraiment dédiée au management de mon équipe, à les aider sur leurs projets, etc. Donc, je pense qu'il y a quand même besoin, quand tu as une équipe comme ça, d'une présence physique. Tu vois, le fait d'être là, le fait d'être disponible à ton bureau, tu peux pas t'en passer. Donc oui, je fais des allers-retours toutes les semaines entre Lille et Paris. Et après, il y a aussi, tout simplement être disponible si jamais il y a besoin d'appeler aussi les gens. Enfin, tu vois, il y a le côté un peu asynchrone qui est hyper important quand tu as 2 équipes comme ça qui sont distribuées, chacun sur leur sujet. Et il faut pouvoir être disponible ou envoyer des messages ou répondre aux messages, même quand tu n'es pas sur place. Oui, d'accord. Est-ce que le télétravail, toi, t'as aidé dans ce management ou ouais, je sais pas. Oui, je pense que le télétravail aide beaucoup parce que on a des outils maintenant tout le monde est habitué à faire des calls depuis chez lui ou à distance. Donc un dispositif comme ça avec 2 équipes distribuées, c'est très difficile si tu dois te voir uniquement en présentiel. Parce que ça veut dire que du lundi au jeudi, par exemple, t'es pas du tout disponible pour ton autre équipe. Donc ça a beaucoup aidé, effectivement. D'accord, ok. Donc maintenant, tu voulais nous partager avec nous un petit peu tes erreurs, en fait, que tu as fait en tant que lead designer. Ouais, je pense qu'une des premières erreurs que j'ai faites quand j'ai commencé, que j'étais pas officiellement lead, c'était je m'intéressais effectivement au fait d'aider mon équipe, d'accompagner, etc. Et je l'ai fait sans en avoir la reconnaissance de l'entreprise. C'est-à-dire que tu fais des actions pour aider les autres, pour trouver des formations, tu prends du leadership, mais quand ton management le voit pas du tout, tu as juste l'impression de te faire avoir parce que derrière, tes efforts sont pas reconnus, etc. Donc moi, ce que j'ai envie de dire quand même, c'est quand vous commencez, essayez d'avoir un peu un tampon officiel. Essayez de dire, tiens, j'aimerais bien prendre le leadership sur ce projet-là. Est-ce que c'est OK ? Et à ce moment-là, on l'écrit quelque part, on le communique. Parce que faire des actions de leadership sans en avoir le mandat officiel, c'est frustrant. C'est frustrant parce que les efforts vont pas être reconnus, les gens vont pas reconnaître aussi potentiellement ton autorité là-dessus, vont te bypasser, vont en parler à ton collègue, etc. Donc vraiment essayer de mettre les choses au clair le plus vite possible. Et une deuxième erreur, peut-être aussi sur la communication, que ça soit, comme tu disais à l'instant, au sein de l'équipe, mais peut-être également à l'extérieur de l'équipe, quoi, en fait, aussi. C'est ça, c'est-à-dire que s'il y a des responsables qui vont avoir une question design, s'ils viennent pas te voir toi alors que tu es censé faire ce rôle de lead, c'est compliqué.
Tu vas pas avoir les infos tout de suite ou alors en deuxième main. Ouais. Tu vas pas les avoir instantanément, donc peut-être tu vas prendre des décisions basées sur des infos que t'as pas. Enfin, tu vois, c'est très compliqué. Et puis tu pourras pas faire les réunions secrètes non plus. Et tu fais pas les réunions secrètes, t'es pas invité, t'es pas lead officiellement. Vas-y, je te laisse continuer. Non, bah, juste une deuxième erreur, effectivement. Là, pour le coup, quand j'ai commencé en design lead, j'avais envie de faire plaisir à tout le monde. Tu vois, j'avais envie de dire oui à tout. Tu vois, c'est un peu la naïveté au début. Ouais. T'as envie de bien faire ton rôle un petit peu et d'accepter les contraintes à gauche, à droite. Et en fait, tu peux pas. C'est pas possible. Puisque, comme je disais tout à l'heure, un design lead doit prendre des décisions. On est obligé de choisir entre Photoshop ou Sketch. On peut pas faire les deux en même temps, tu vois. Donc, des fois, tu vas prendre des décisions, ça va pas plaire à tout le monde, mais c'est OK. Parce que c'est ton rôle d'avoir à trancher. D'accord. Alors, est-ce que, par exemple, tu peux nous donner un exemple je sais pas, d'une décision que tu as prise qui a pas forcément plu à tout le monde et tu as été obligé de le faire, quoi? Ouais, j'ai un exemple à propos d'une décision que j'ai prise récemment qui a pas plu au début, mais qui était obligatoire. J'ai un projet qui m'a dit Gianni, là sur 2024, je vais avoir besoin d'un designer à temps plein. Tu vois, ils me disent ça. Moi, dès que j'entends ça, je veux bien, mais si j'ai pas les ressources disponibles, si j'ai pas un designer à temps plein dispo, je vais pas pouvoir le faire. Et derrière ça, mon rôle aussi, c'est d'aller investiguer. Ok, ils ont besoin d'un designer à temps plein. Regardons un petit peu leur feuille de route. Regardons ce qu'ils ont prévu en développement. Est-ce que ça nécessite une charge de 100%? Bah, pas forcément, tu vois. Donc, malheureusement, des équipes comme ça, moi, je leur dis non, en fait. Je leur dis, tout ce qu'on peut faire au maximum, c'est un designer à mi-temps, parce que votre charge de travail le justifie pas, et parce que ce serait pas bon, et pour vous, parce que, évidemment, ça engrange des coûts supplémentaires, et pour le designer qui va s'ennuyer à mi-temps aussi. Donc, on est obligé de prendre une décision qui, au début, est pas plaisante. C'est une conversation qui est un peu difficile, hein, puisque ils sont pas d'accord avec toi sur les projets, mais au final, il faut avoir les arguments, il faut avoir les faits, avoir creusé un peu le sujet pour défendre ça et du coup rester quand même sur cette décision-là. D'accord. Et du coup, la personne a finalement accepté ou elle a reconnu qu'il n'y avait pas besoin d'un designer à temps plein, en fait? Oui, quand c'est comme ça, on teste le dispositif. Après, on a le droit de se tromper aussi, hein, mais Bien sûr, ouais. si on met un designer et qu'au final, il y a beaucoup plus de travail que prévu, bon, c'est qu'effectivement, on avait mal estimé la charge et il faut voir pour leur mettre un designer à temps plein. Ouais. Mais par défaut, si ça fonctionne bien à mi-temps, c'est qu'effectivement, on avait validé l'hypothèse de départ qui était qu'il n'y avait pas besoin d'une personne complètement. Donc, maintenant, nous arrivons à la conclusion de cet épisode, de cette interview. Et j'ai encore deux questions à te poser. Et la première, c'est alors comment on devient lead designer alors? Ouais, je pense que c'est la question principale que vont se poser les gens dans ton podcast après avoir entendu tout ça. Comment on devient designer lead? Pour moi, c'est d'abord une question d'envie. C'est-à-dire que si vous n'avez pas envie, ne vous forcez surtout pas. Parce qu'il y a d'autres rôles à explorer. Il faut vraiment avoir envie d'être au service de son équipe pour faire le rôle de design lead. Ensuite, il y a l'aspect un petit peu, même si on a envie, est-ce qu'on est légitime? On peut se poser la question au début, est-ce qu'on est légitime à devenir design lead? Pour ça, moi, je voulais te raconter un peu l'anecdote à l'armée. À l'armée, souvent, ce qu'ils font, c'est s'ils voient qu'il y a un potentiel chez quelqu'un à devenir chef de brigade, eh ben, ils vont le mettre chef de brigade avant même qu'il ait toutes les compétences nécessaires. En fait, ils le mettent un petit peu sur le terrain pour tester un peu ses capacités. Alors, le mec va se planter, c'est sûr. Et en plus, à l'armée, quand tu te plantes, ça rigole pas. Mais au moins, il va développer ses compétences directement en application sur le terrain. Et donc ça, c'est ça qui est intéressant, c'est que n'attendez pas d'avoir toutes les compétences que j'ai dit tout à l'heure pour essayer d'aller vers ce rôle de design lead ou pour demander un petit peu la légitimité auprès de votre manager. Je pense que il faut vous dire que de toute façon, quand on commence un rôle, on n'a pas toutes les compétences et on les développe par après. Après, une fois qu'on a dit ça, évidemment, il y a cet aspect expérience. Pour moi, un design lead, c'est pas quelqu'un qui vient juste de sortir de l'école.
parce que tu vois, tu as besoin d'être confronté à plusieurs types d'organisations, plusieurs méthodologies projets, plusieurs types d'interlocuteurs aussi, hein, parce que tu as des interlocuteurs avec qui ça se passe bien et d'autres avec qui tu apprends. Mais voilà, il faut accumuler un petit peu d'expérience pour faire ça. Ensuite, ce qui est intéressant aussi, c'est de définir aussi quelle est votre vision du design, tu vois. Par exemple, toi, Laurent, ta vision du design, c'est essayer de confronter les points de vue, essayer d'être dans la pédagogie, d'être dans l'enseignement, de diffuser aussi ça auprès de tous les designers francophones. Mais en fait, quand on est design lead, c'est quoi notre vision? Est-ce qu'on est un designer qui est très très rigoureux sur l'exécution? Est-ce que nous, ce qui nous importe, c'est plus l'histoire qu'on va raconter? Est-ce que c'est plus le respect de la faisabilité technique et du design system? Enfin, tu vois, c'est quoi tes croyances, en fait, en tant que designer? Parce qu'en fait, ton équipe, tu vas la construire autour de ça, en fait. Tu vas essayer d'avoir des gens qui correspondent un petit peu à cette vision-là du design. D'accord. Une fois que tu as ça, il y a quand même cette volonté de je veux pas être design lead pour me tourner les pouces et puis faire du Figma et c'est tout, quoi. Non, au contraire, c'est là où les vraies choses commencent, où tu dois aller faire bouger les lignes. Parce que quand t'es lead, évidemment, t'as plus de responsabilités, mais t'as aussi plus de pouvoir d'action. Tu peux plus facilement parler à certaines personnes. Donc, faut que t'ailles leur parler. T'es obligé parfois d'aller leur parler et de pousser le design dans la bonne direction. Donc, faire bouger les lignes, ça, c'est hyper important. Après, effectivement, je pense qu'on en parlera après. Il y a quelques formations qui peuvent aider à ça. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que design lead, ça peut être aussi, ça c'est important à le noter, ça peut être aussi une étape vers des rôles de gestion de encore plus grosses équipes. Tu vois, quand je dis ça, je pense à des rôles de head of design. Donc, tu vois, tu penses à du David Serrault chez BPCE, Olivia Duteil chez Crédit Agricole, Eric Etroy chez AXA. Enfin, t'as des gens qui avant étaient designers, puis qui ont commencé à encadrer des petites équipes et qui maintenant sont responsables d'un département design dans un grand groupe. D'accord. Donc, pour résumer, on devient design lead surtout par le terrain. C'est pas en faisant des formations qu'on va comprendre comment ça s'applique en fait au quotidien. Hein. Design lead, c'est vraiment par la pratique et par l'expérience des projets. D'accord. Ok. C'est vraiment très intéressant de tous ces retours que tu nous fais, parce que c'est vrai que moi qui n'ai jamais été lead designer dans une équipe, ou je ne sais pas si on peut le dire, mais bon, j'ai déjà encadré des équipes, des choses encadré. C'est un bien grand mot. C'était surtout dans des petites sociétés, des choses comme ça. Donc j'ai plus encadré le design que encadré des équipes, mais je trouve que c'est super enrichissant en fait d'avoir ce retour. À l'instant, tu parlais des formations. J'aimerais savoir en fait quelle formation tu recommandes. Et ça sera la dernière question. Oui, j'en avais noté 2 que j'ai pas testé personnellement, mais j'en ai entendu beaucoup de bien. La première, c'est la formation Lead Designer chez Le Laptop, donc à Paris. C'est une formation de 3 jours, justement avec des intervenants qui viennent un peu te mentorer, te coacher sur l'aspect lead. D'accord. Et le deuxième, qui est plus une formation en ligne, c'est la formation de Norman Nielsen. Donc tu sais, cette grande entreprise UX très reconnue à travers le monde. Tu as une formation qui s'appelle UX Leadership Skills for All, qui a l'air hyper intéressante. C'est pas forcément pour devenir lead, mais ça explique un petit peu quelle est la posture et comment pousser un peu plus l'UX dans les projets. D'accord. Ok. Bon, merci beaucoup en tout cas, Gianni, d'être venu dans Design Plus. C'était vraiment, comme je le disais, un instant très intéressant d'avoir ton retour sur le design lead. Est-ce que tu veux peut-être donner un mot de la fin à nos auditrices et auditeurs? Si ça vous intéresse, et n'hésitez pas à explorer le sujet. Et évidemment, je serais très heureux d'en discuter avec vous aussi sur les réseaux. Merci beaucoup à Gianni d'être venu dans Design Plus pour partager et transmettre ses connaissances sur le design lead avec la communauté design francophone. Je te remercie d'avoir écouté cet épisode. N'oublie pas de le partager autour de toi, avec tes collègues, tes amis et sur tous tes réseaux sociaux. Tu peux aussi noter le podcast et écrire un commentaire sympa sur ta plateforme d'écoute pour partager ton avis avec les autres designers.
Et pour continuer à écouter le podcast, recevoir les notifications de cette nouvelle saison numéro 11, n'oublie pas de t'abonner sur ta plateforme d'écoute. À bientôt. Salut!